La désinformation énergétique et climatique ne date pas d'aujourd'hui. Elle a depuis 1960 agité la fin des ressources énergétiques alors que j'étais jeune ingénieur. En 1972, le rapport du Club de Rome, intitulé Les limites de la croissance, prévoyait la fin du pétrole aux alentours de l'an 2000. Aujourd'hui, les réserves prouvées de pétrole continuent à croître et on a 60 ans devant nous au rythme de la consommation actuelle. Il en est de même pour le gaz et le charbon, ce dernier étant toujours la matière énergétique la plus utilisée dans le monde. La peur de l'épuisement des ressources énergétiques ne peut être une motivation pour les énergies renouvelables. C'est de la désinformation qui s'étend au climat lui-même. Le réchauffement climatique est indéniable et par rapport au siècle dernier, de l'ordre de 1 à 1,1 degré Celsius pour le globe, de plus 1,9 degré Celsius pour l'Europe et de 2,2 Celsius pour la France. Cette dernière, le pays le plus décarboné d'Europe, après la Norvège, a donc une hausse plus importante que la moyenne européenne et mondiale. À méditer, d'autant plus qu'elle a dépassé les plus degrés Celsius, limite du supportable selon le GIEC, et limite servant d'argument massu de l'urgence climatique et du zéro carbone. Ne sentez-vous pas que vous êtes déjà dans l'insupportable ? Championne du réchauffement, la France est aussi la championne européenne de la désinformation en matière de peur climatique, en tentant même d'être la championne mondiale de la transition énergétique. Après la COP29, où l'Europe continue à programmer des centaines de milliards d'euros chaque année sans résultat sur la hausse des températures, je vais vous montrer comment la propagande de l'urgence climatique est construite. La hausse rapide des températures a eu lieu depuis les années 1978-1980, et c'est sur cette période, jusqu'à nos jours, qu'est bâtie la prévision climatique du GIEC pour le globe. Alors, regardons le graphique qui représente les évolutions mensuelles en Europe sur cette période et les conclusions qu'ils en ont tirées. Le résumé du rapport du GIEC lors de la COP26, fourni aux chefs d'État, annonce une hausse linéaire des températures de plus 0,02 degrés Celsius par an. Elle est représentée en tiret noir sur ce graphique. Il en résulte donc que, premièrement, l'urgence climatique touche l'Europe de plein fouet. Deuxièmement, l'Europe a déjà atteint en moyenne les plus 2 degrés Celsius, limite à ne pas dépasser selon le GIEC. Il y a donc une urgence climatique. De plus, la prolongation de la hausse linéaire actuelle sur le long terme conduit à une température entre plus 5 et plus 6 degrés Celsius en 2100. La vie humaine sera donc impossible si l'on ne fait rien. L'urgence est de stopper la course au CO2. L'urgence est au zéro carbone en 2050. La prévision linéaire du GIEC à plus 0,02 degrés Celsius par an, fournie dans le rapport synthétique au chef d'État, est dépassée. En Europe, la hausse statistique sur 1978 à octobre 2024 est à 0,048 degrés C par an, soit 2,4 fois plus rapide que celle du GIEC. L'Europe doit donc décupler ses efforts pour faire face à l'urgence climatique grâce au zéro carbone. Le verdict climatique est sans appel. Payons avec plaisir les 30 milliards dépensés par la France en 2024 pour la transition énergétique, électrique, panneaux solaires, éoliennes, voitures électriques et j'en passe. Pas si sûr, car le modèle linéaire du GIEC ne recouvre pas toute la période de croissance importante du CO2 anthropique qui a eu lieu aussi pendant tout le XXe siècle. C'est important
puisque c'est par rapport au siècle dernier qu'est formulée la hausse des températures. Regardons par exemple le même graphique, mais depuis cette fois depuis 1910 au lieu de 1978. On constate que la période 1978 à octobre 2024, en traits et pointillés verts, se différencie de la période 1910-1978, en traits et tirets bruns, par une hausse 14 fois plus rapide. On passe de 0,082 degrés Celsius par an à 0,0034 degrés Celsius par an. Il y a bien une évolution brusque de la température en 1978-1980, alors que la hausse du CO2 est continue depuis 1910. L'évolution sans rupture brusque du CO2 depuis n'est donc pas en mesure d'expliquer la brusque accélération de la hausse des écarts de température depuis 1978-1980. On peut d'ailleurs faire le même constat sur la température du globe. Par ailleurs, l'analyse statistique linéaire sur la période totale 1910 octobre 2024 en traits rouges ne peut pas non plus expliquer la brusque rupture de la hausse de 1978 à 1980, à partir de 1978-1980. Mais cette tendance en 2050 se rapproche sensiblement de la prévision linéaire du GIEC. Elles se rejoignent d'ailleurs en 2100 à plus de 13 degrés Celsius. Pas élevé d'ailleurs. Alors, est-il plausible que la vitesse de hausse de la température en Europe continue indéfiniment à s'éloigner de la prévision linéaire du GIEC et de la tendance statistique linéaire depuis 1910 à plus 0,014 degrés Celsius par an? Question. Tout vient du fait de l'abandon de la période 1910-1918 par le GIEC, qui bâtit son modèle linéaire prévisionnel comme représentatif de 1978 à octobre 2024 pour nous délivrer ses prévisions. En effet, ceci masque la rupture de la vitesse de hausse des écarts de température en 1978-1980 que le modèle linéaire du GIEC ne peut pas expliquer, alors que cette brusque accélération n'existe pas dans l'évolution du CO2. Mais si l'on fait l'hypothèse d'un modèle linéaire et cyclique, voire polycyclique, on peut donner une représentation en traits bleu clair beaucoup plus proche de la réalité historique et s'autoriser au moins à une proposition de tendance future à court terme. L'analyse statistique de cette hypothèse donne alors une vision totalement différente de l'avenir de la température européenne. Celle-ci pourrait passer par un maximum de hausse dès la mi-2025 à plus 1,44 degrés Celsius, rejoindre ensuite la tendance linéaire depuis 1910 en 2036 et celle du GIEC en 2039 à plus 1,1 degrés Celsius. On parle ici de valeurs moyennes d'écart de la température autour desquelles les valeurs mensuelles peuvent varier en plus ou en moins dans de grandes proportions, voire extrêmes. En conclusion, il faut bien admettre qu'un modèle linéaire et cyclique mieux représentatif du passé ne peut être considéré comme moins probable que la prévision linéaire du GIEC sur une période plus courte. Ceci ne veut pas dire que cette hypothèse est certaine, mais que l'incertitude prévisionnelle est très grande vu la grande divergence avec la prévision GIEC dans les années qui viennent. Autrement dit, l'affirmation de l'urgence climatique n'a rien de certaine, comme le déclare à l'envi la doxa actuelle qui exclut le doute. Or, l'UE engage des dépenses énormes pour un changement climatique peut-être inutile, que le CO2 anthropique y soit pour quelque chose ou non. Il faut noter en plus que l'hypothèse linéaire et cyclique explique bien l'évolution des écarts de température par rapport à la période de référence 1910-2000 pour la France, l'hémisphère nord et le globe.
Elle prévoit un maximum à plus 1,41 degrés Celsius en 2040 pour le globe, à plus 1,96 degrés Celsius en 2029 pour les terres de l'hémisphère nord, et à plus 2,84 degrés Celsius en 2040 pour la France. Pour cette dernière, la différence à subir encore ne serait que de plus 0,5 degrés Celsius. Mais la France a décidé de ne fournir les écarts que par rapport à la période 1991-2020 au lieu de 1910-2000. Et le maximum est alors à plus 1,63 degrés Celsius au lieu de plus 2,84 degrés Celsius. C'est une manière de masquer que la France n'a pas dépassé les plus de 2 degrés Celsius alors qu'elle l'a fait depuis 2017 environ. On voit que la désinformation s'insinue partout et que les affirmations péremptoires servent de justificatif à la certitude scientifique. En réalité, nous sommes dans le doute, alors que nous dépensons sans compter, mais le doute devrait être bientôt levé par l'observation de l'évolution européenne des écarts de température dès 2025 et de 2030 pour les terres de l'hémisphère nord. Pour le globe, il faudra peut-être attendre jusqu'en 2046. En effet, les écarts de température des océans, très inférieurs aux terres en 1978, sont en hausse plus rapide qu'eux et ralentissent la décélération de la hausse des écarts sur les terres. Jusqu'en 2045, la prévision du GIEC, la tendance linéaire 1978 à octobre 2024 et la tendance linéaire et cyclique 1910 octobre 2024 suivent sensiblement la même trajectoire de hausse. C'est ensuite que s'écarterait la tendance linéaire et cyclique, limitant la hausse encore à subir à seulement plus 0,3 ou plus 0,4 degrés Celsius. À méditer, c'est relativement peu. Ce siècle pourrait bien voir le globe ne jamais atteindre les plus de degrés Celsius, rendant nos efforts inutiles et nos orientations politiques pour contrôler le climat parfaitement désastreuses. Une seule chose est sûre pour la France, c'est que nous supportons aujourd'hui une élévation de température de près de plus 3 degrés Celsius depuis le siècle dernier, sans que ce soit catastrophique, bien au contraire. Nos sols n'ont jamais depuis été aussi productifs, selon Copernicus, l'agence climatique européenne, même si l'agriculture a dû s'adapter et que l'on voit la vigne gagner le nord de la France. Nous vivons une période climatique heureuse que nous pourrions bientôt regretter, ainsi que tout l'argent englouti peut-être pour rien. Désinformer le peuple pour propager une peur ne s'ouvrant aucune contestation et lui imposer d'en payer le prix alors que le doute n'est pas levé est objectivement un acte criminel. Je termine en mettant en garde sur les prévisions à long terme qui n'ont pas de sens dans l'état actuel de nos connaissances. Toute prévision au-delà d'une vingtaine d'années entraîne avec elle une trop grande incertitude pour s'en servir, surtout dans un registre anxiogène. Les assertions du GIEC sur une température de plus 6 degrés C en 2100 sont à prendre avec une probabilité actuellement proche de zéro. L'hypothèse linéaire et cyclique ne peut que donner une tendance pour la vingtaine d'années devant nous, même si elle a pour elle, par rapport aux prévisions du GIEC, sa capacité de rendre compte d'un passé que ne peut pas expliquer la prévision linéaire du GIEC. Mais c'est un point très important en matière de prévision, de couvrir un historique de 114 ans au lieu de 46 ans pour le GIEC, et d'offrir des perspectives à court terme beaucoup moins anxiogènes, avec une probabilité assez solide d'une humanité ne devant supporter qu'un accroissement global de plus 0,3 degrés centigrades au bout des 22 ans devant nous. Le doute s'installe aussi sur la liaison entre la causalité du CO2 anthropique sur la hausse de la température. Ceci d'autant plus que les 36 milliards de tonnes de CO2 que nous émettons chaque année dans l'atmosphère planétaire ne représentent
que 1% de la masse totale de CO2 à 3200 milliards de tonnes. Plus de la moitié étant captée dans les océans et récupérée par la végétation, la part de CO2 anthropique susceptible d'agir sur le climat ne représente que 1/200 de la masse totale, soit 0,5%. La France, quant à elle, ne représente que 0,9% des émissions globales. Mais dans son rapport ARC6, le GIEC nous donne une clé permettant de mesurer l'impact de l'ajout de CO2 dans l'atmosphère. Selon toute vraisemblance, et selon lui, la meilleure estimation serait une augmentation de la température de plus 0,45 degrés Celsius pour un ajout de 1000 milliards de tonnes de CO2. Un calcul élémentaire sur nos 16 milliards de tonnes par an émis et restant dans l'atmosphère nous donne une élévation de température de 0,007 degrés Celsius, soit 16 divisé par 1000 multiplié par 0,45. Au rythme actuel et d'ici 2100, notre apport anthropique de CO2 sur 76 ans n'augmenterait la température que de plus 0,5 degrés centigrades, selon les propres données du GIEC. Nous voilà bien loin des prévisions à plus 6 degrés en 2100, diffusées largement dans les médias, aux ordres et par les gouvernants eux-mêmes. Curieusement, mais peut-être pas sans raison, ces plus 0,5 degrés Celsius correspondent à la tendance linéaire jusqu'en 2100 de la hausse globale observée de 1910 à 1978, c'est-à-dire bien avant la brusque accélération de la température. Le doute devrait pour le moins régner, car même le GIEC est pris dans des contradictions de modèles mathématiques prévisionnels pouvant aller jusqu'à plus 6 degrés Celsius en 2100 et des informations sur la sensibilité climatique au CO2 qui donnent un apport de CO2 anthropique de l'ordre de plus 0,5 degrés Celsius avec plus 0,007 degrés Celsius par an. La prévision linéaire du GIEC n'est par ailleurs que de 0,02 degrés Celsius par an, donnant 2,5 à plus 2,6 degrés Celsius en 2100. Elle est validée d'ailleurs pour l'instant par la tendance linéaire statistique de 1978 à octobre 2024, mais pas par celle de 1910 à octobre 2024. Sur cette dernière période, on peut de plus émettre l'hypothèse d'une variation linéaire et cyclique conduisant à un maximum relativement proche globalement et plus proche encore sur les terres européennes et de l'hémisphère nord. Il apparaît pourtant clairement que le rôle du CO2 anthropique est minime et que les efforts déployés jusqu'alors n'ont pas empêché une hausse des températures globales de plus 1,1 degré Celsius depuis le siècle dernier, qui va s'avérer être essentiellement naturelle. Elle réduira à néant toutes les tentatives de maîtriser ce réchauffement climatique qui, en plus, va peut-être se refroidir naturellement dans les dizaines d'années à venir. Il serait sage de s'en tenir pour le moins à un wait and see de type anglo-saxon. J'attends et je regarde. Rien ne justifie pour l'instant que le zéro carbone ait un impact sur le climat. Cessons de désinformer notre jeunesse avec l'histoire de la cocotte minute qui va nous engloutir ou nous dessécher dans des déserts agricoles. L'effet de serre enseigné est d'ailleurs scientifiquement incorrect, puisqu'il s'agit d'une résonance entre l'effet électromagnétique du Soleil sur des dipôles atomiques oscillants de signes contraires dans des molécules d'eau et de gaz carbonique, provoquant un effet calorifique parfaitement mesurable et d'un ordre de grandeur ne pouvant expliquer le réchauffement actuel. Il n'y a pas d'effet de serre au sens commun du terme,
La science est plus complexe. Arrêtons la désinformation ou l'utilisation de données ésotériques pour le grand public, comme de parler de ppm, parties par million, pour le taux de CO2, alors qu'en multipliant ce chiffre par 7,8, on obtient des milliards de tonnes, unités beaucoup plus compréhensibles. Nous sommes dans une période climatique heureuse pour l'homme et les mondes animal et végétal, dans leur ensemble. Arrêtons d'écouter ceux qui manient le verbe et occultent tout raisonnement autre que le leur, sans pouvoir amener d'autres réponses à leurs contradicteurs qu'une propagande verbale et un ostracisme systématique excluant tout débat. C'est grâce aux énergies fossiles émettrices de CO2 que le progrès a diminué la pauvreté et augmenté l'espérance de vie dans le monde. Les chiffres sont à la disposition et le prouvent. Empêcher leur utilisation, en particulier dans les pays en voie de développement, est un crime contre l'humanité. C'est ce langage qu'il va falloir tenir, comme le réclame le Premier ministre indien dans le pays le plus peuplé du monde. Au lieu de dépenser des milliers de milliards pour le zéro carbone en 2050. Voilà des centaines de milliards que la France peut économiser par un simple trait de plume sur une politique énergétique inutilement dispendieuse, augmentant sans raison un déficit insoutenable et surenchérissant le prix de notre électricité, à la grande joie de l'Allemagne, qui nous a fait fermer Fessenheim et envoyer ses Grunen verts nous conduire aux éoliennes et aux panneaux voltaïques, produisant une électricité aléatoire, intermittente, plus onéreuse, incompatible avec la bonne gestion de notre parc nucléaire et de surcroît sans impact sur l'émission de CO2, comme on le constate en Allemagne. Notre bêtise va nous amener à rejoindre rapidement le coût du kilowattheure allemand et plomber un peu plus notre industrie en péril. Stop à la gabegie, faisons marcher notre bon sens et la France se portera mieux. À bientôt, chers compatriotes.